Aujourd'hui, nous allons nous débarrasser d'un certain nombre d'idées reçues sur l'archéologie. Vous pensiez que l'archéologie ne se faisait que dans le sous-sol? Nous allons vous prouver le contraire. Et si un bâtiment d'aujourd'hui nous en apprenait sur hier? Grâce à cette animation, nous allons reconstituer et réfléchir à l'histoire de cette maison, comme le font les archéologues qui travaillent sur le bâti, c'est-à-dire les bâtiments qui sont encore en élévation aujourd'hui. Cette maison se trouve dans une ville qui a un centre ancien, dont on sait qu'il y a une histoire assez longue. Imaginons que le boulanger, qui est propriétaire de sa maison et de sa boutique, souhaite réaliser des travaux sur la façade. Le service régional de l'archéologie lui demande d'effectuer au préalable une fouille. Bon, déjà, de nombreux indices visibles nous donnent une indication sur l'ancienneté de cette maison. Alors bon, déjà on voit que le boulanger est installé depuis 1921, c'est vieux. On peut voir déjà une trace sur cette cheminée. On voit ici quelques éléments qui ont pris la poussière, des éléments en volume derrière le crépi. Donc ici également. Voilà. On voit ici des éléments très décorés avec de nombreuses sculptures, des colonnettes qui fonctionnent également avec ces bandes avec des décors. On a d'autres éléments qui sont eux plutôt en briques. Il y a des choses différentes. Ici on voit des gros blocs qui sont à côté de plus petits blocs. Donc beaucoup d'éléments sur lesquels démarrer au départ. De la même manière que pour une fouille en sous-sol, on va réaliser un décapage de la surface. Ici on va venir en fait enlever tout le crépi afin de voir ce que le crépi cache. Et bien voilà ce qu'on découvre sous le crépi. Alors regardons ensemble quels sont les indices que l'on retrouve et quelles sont les nouvelles anomalies qui ont été mises au jour. Sur le pignon, on retrouve une petite fenêtre bouchée et coupée de moitié. On a également un appareil fait de moellons qui sont différents de l'appareil général de la façade. On remarque aussi que le mortier est d'une autre couleur. À l'étage, on voit que les fenêtres du XXe siècle en briques prennent place dans d'autres ouvertures antérieures qui sont elles dans un autre type de matériau, un autre calcaire. On retrouve les traces que l'on avait vues sous l'enduit qui correspondent bien à 3 arcs identiques. La partie centrale ici est bouchée. On retrouve donc bien notre frise continue ainsi qu'un bandeau général sous les ouvertures. Pour ce qui est du rez-de-chaussée, on découvre ici une ancienne porte bouchée. La boutique vient s'installer en partie sur un grand arc en anse arrondi. Mais ici on remarque également le négatif d'un arc lui plutôt brisé. On a également une fenêtre qui a l'air du même type que celle dans le pignon, qui est également détruite pour moitié. La porte, dont on observe également des modifications à l'aide de briques. L'archéologue va déterminer les éléments les plus récents et réfléchir à ce qui avait pu exister avant. Dans le cas de notre maison, les éléments les plus récents sont tous ceux qui ont été construits en briques et qui comportent des huisseries bleues. Donc la première étape est de retirer ces éléments. Voici la façade du XXe siècle déshabillée. Regardons ensemble ce que l'archéologue a reconstitué. Voici la façade restituée par les archéologues, telle qu'elle pouvait être avant les modifications du XIXe siècle. Voyons ensemble à partir de quels indices on a restitué ces différents éléments. La hauteur et l'angle très prononcé de la toiture ont été restitués à partir de la trace qui était présente sur la cheminée. La cheminée qui est beaucoup plus grande que dans son état XXe siècle. Et enfin, la fenêtre dont on n'avait qu'une partie a été restituée à partir des éléments conservés. À l'étage, les fenêtres du XXe siècle avaient remplacé ces croisées en pierre à meneaux et traverses dont les départs étaient conservés. On a donc 2 fenêtres identiques. Au centre, on a conservé la partie bouchée car on a remarqué que sa mise en œuvre était identique à celle des arcs bouchés, dans lesquels viennent s'installer les fenêtres à croisées de pierre. De la même manière, au rez-de-chaussée, nous avons conservé la porte bouchée car le mortier et les pierres mises en œuvre sont identiques à ceux du reste de la construction de l'étage mais également du rez-de-chaussée.
L'ampleur de l'arche en anse de panier a été restituée à partir des claveaux et on avait conservé notamment la clé de voûte. La fenêtre a été restituée d'après les éléments qui étaient encore présents. Au-dessus de la fenêtre, une partie d'arc brisé a été restituée d'après le négatif qui avait été remarqué. En partie droite, nous avons restitué une porte à l'identique de celle présente et bouchée en partie gauche, notamment pour le linteau. Là où se trouvait l'oculus en briques, l'absence d'information nous oblige à restituer tout simplement un parement. Mais de quand date cette façade? En s'appuyant sur la forme et le style des ouvertures, l'utilisation d'un calcaire plus tendre et différent de celui de la façade, et également d'après la forme en arc de panier de l'ouverture du rez-de-chaussée, on propose que cette façade corresponde à un état 15e siècle de la maison. Est-ce que cet état du 15e siècle est le plus ancien? Non, bien sûr. Alors déshabillons à nouveau la façade et voyons ensemble quels sont les éléments qu'il faudrait retirer. Au rez-de-chaussée, nous avons vu que l'arche était venue en partie détruire un arc brisé. Nous pouvons donc supprimer toute cette partie. À gauche, nous pouvons enfin déboucher la porte. Si j'y arrive. À l'étage, nous pouvons supprimer ces grandes baies à meneaux. À droite, à gauche. On va pouvoir déboucher la partie centrale. Et enfin supprimer la partie de la toiture. À quoi pouvait ressembler la façade avant les travaux du XVe siècle? Voyons-le tout de suite. Voici la maison d'origine telle que nous pouvons la restituer. Nous n'avons malheureusement aucun indice pour restituer la toiture, mais cependant, par comparaison avec d'autres bâtiments connus antérieurs au XVe siècle, on peut supposer deux choses. Déjà que la pente du toit était beaucoup plus faible que précédemment, mais également que contrairement aux maisons qu'on a vues pour le XVe et le XXe siècle, la partie triangulaire était située sur une autre façade de la maison. Ce qui explique qu'on voit ici une grande partie de la toiture avec tout son matériel de couverture. À l'étage, les deux fenêtres latérales ont été restituées à l'identique de la baie centrale. On aboutit donc bien à un appui de fenêtre continu ainsi qu'à la frise figurative tout le long de la façade. Pour le rez-de-chaussée, les deux portes droite et gauche sont enfin utilisables. On restitue pour la partie centrale une ouverture avec deux arcs brisés. On avait noté le négatif du premier. Comme un seul arc ne couvrirait pas toute la surface jusqu'au pied droit gauche, nous avons donc restitué deux arcs symétriques. Mais alors, de quand date l'état originel de cette maison? En s'appuyant sur la présence de 3 baies géminées, sur la forme en arc brisé et sur la présence et le style du décor architectural, on propose que la maison a été construite initialement au XIIIe siècle. Donc on l'a vu, l'archéologue du bâti, en étudiant une maison encore actuelle, a pu restituer deux états antérieurs d'une même maison. Et au-delà d'étudier l'architecture de ces maisons, c'est aussi étudier la façon dont les gens vivaient à l'intérieur. C'est ce que nous allons voir maintenant en revoyant les modifications dans l'ordre chronologique cette fois. Cette maison du XIIIe siècle est une maison qu'on dit polyvalente parce qu'elle accueille deux fonctions différentes. Au rez-de-chaussée, il y a une fonction de boutique qui est desservie par la porte de gauche. La porte de droite donne accès à un couloir qui va traverser la maison et donner sur l'arrière du bâtiment. C'est à l'arrière de ce bâtiment, dans la cour, qu'on trouve l'escalier extérieur qui permet d'accéder à l'étage. L'étage accueille la deuxième fonction de la maison, qui est une fonction domestique. La claire-voie indique qu'il n'y a qu'une seule grande pièce habitable dans laquelle se déroule toute la vie domestique. Il n'y a aucun indice de l'existence d'un système de chauffage, peut-être s'agissait-il uniquement de brasero d'appoint. Donc voici comment on habitait dans cette maison au XIIIe siècle. Voyons quelles modifications on a apportées pour y vivre au XVe siècle. Et comment vit-on dans cette maison au XVe siècle? Il s'agit maintenant d'un hôtel urbain, c'est-à-dire la demeure d'un riche bourgeois ou d'un noble qui, n'ayant toutefois pas les moyens de construire une nouvelle maison, va adapter une maison plus ancienne et la mettre au goût du jour. Au rez-de-chaussée, la boutique est abandonnée au profit de cette grande arche qui permet de passer à un attelage. La porte de gauche qui correspondait à la boutique est bouchée puisqu'elle n'a plus aucune utilité. En revanche, la porte de droite est conservée. Elle sert cette fois de passage piétonnier.
La présence de cette fenêtre au niveau de cette nouvelle entrée nous donne une indication sur la possibilité d'une petite pièce, peut-être pour un portier. À l'étage, la claire-voie est condamnée, on a bouché la partie centrale et on est venu installer des nouvelles baies qui sont les croisées. Cela nous indique qu'il y a maintenant, à la place d'un seul espace, 2 espaces distincts. Un de ces espaces est chauffé cette fois par un système de cheminée. La partie supérieure des combles est largement réaménagée avec cette nouvelle pente du toit qui offre un étage habitable supplémentaire. Dans les maisons riches de ville, on peut bien sûr imaginer qu'on venait y loger les domestiques qui donc a été éclairés grâce à cette petite fenêtre. Voyons maintenant à quoi ressemblent les transformations qui ont eu lieu au XXe siècle. Nous voici maintenant avec la maison au XXe siècle. Elle a perdu son statut privilégié, elle a été rachetée par des petits commerçants qui vont la rendre plus facilement habitable et lui redonnent également sa fonction polyvalente. On va retrouver un espace de commerce au rez-de-chaussée et un espace domestique à l'étage. La grande ouverture du rez-de-chaussée est bouchée et on est venu installer une grande devanture en bois qui va donner accès au commerce. La porte de droite redevient l'accès privilégié à la partie domestique de la maison. Il est possible que l'augmentation successive des niveaux de sol ait justifié cette augmentation du linteau de la porte. On est venu remplacer les grandes ouvertures précédentes par des fenêtres avec un même vitrage, mais plus petites et plus faciles à entretenir. Il est fort probable que la partie intérieure a été à nouveau redivisée pour être rendue plus utilisable au XXe siècle. Enfin, pour ce qui est du toit, la pente a été rabattue à environ 45 degrés, à nouveau pour faciliter un entretien. Ce n'est plus du coup un espace habitable, mais on peut imaginer qu'elle a quand même gardé une fonction de stockage, d'après cette porte peut-être, pour mettre de la farine qui correspondrait à l'utilisation de boulangerie. Voilà en somme tout ce que l'archéologue qui travaille sur le bâti peut apporter comme information sur la vie et la façon d'habiter un bâtiment à travers le temps. Maintenant que votre œil est exercé, à vous d'aller vous promener dans vos rues, dans vos villes et vos villages et vous verrez les bâtiments avec un nouvel œil, peut-être un peu celui de l'archéologue. Bonne découverte à tous! Pour plus de découvertes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.